Nous allons commencer aujourd'hui les premiers ateliers du cycle qui traitent sur Jung et la planète symbolique des rêves. Avec ça, nous ouvrons un cycle que je vous ai proposé, qui a le titre de Carl Gustav Jung et les pouvoirs de l'imaginaire. Mais comme j'étais en train de l'expliquer, en fait, on va aborder pas seulement Jung, mais aussi d'autres auteurs qui, dans le XXe siècle et début du XXIe, mais surtout au XXe siècle, ont énormément travaillé sur le thème de l'imagination. Et comme ce thème de l'imagination nous paraît fondamental pour produire une certaine révolution dans notre manière de voir le monde, pour sortir un peu d'un rationalisme de ces champs, il est intéressant de faire ce voyage à travers tous ces différents courants de pensée. Alors on va commencer par un sujet dans lequel Jung a excellé en quelque sorte, et avec Freud, ils vont devenir un tout petit peu les premiers grands spécialistes de cette découverte de cette partie un petit peu invisible de nous-mêmes qu'on va appeler l'inconscient, et qui va s'exprimer à travers le langage des rêves. Puisqu'en effet, si on commence juste par quelques mots pour se décrire ce monde des rêves, il faut savoir par exemple qu'une personne à 60 ans a rêvé pendant 5 ans de sa vie. Bonjour Catherine. Vous voyez, donc sur 60 ans, on rêve l'équivalent de 5 ans. Donc un 12e de notre temps de vie se passe dans les rêves. Et toutes les nuits, à travers tous les cycles, disons, du sommeil que j'expliquerai très brièvement, effectivement, on peut dire qu'à peu près, pendant 2 heures, on est en contact avec l'univers des rêves. Donc c'est quand même quelque chose de respectable et qui nous occupe pas mal. Donc c'est intéressant de s'intéresser. Alors, les gens se posent la question, mais à quoi servent les rêves? Et donc si nous reprenons effectivement le point commun entre Jung et Freud, c'est que les deux disaient que c'est la voie royale de l'inconscient. Puisqu'il y a effectivement quelque chose en nous qui parle sous un autre mode d'expression, que justement on va appeler tout à l'heure langage symbolique, pour nous faire passer des messages de cette part de nous-mêmes sur laquelle nous n'avons pas un contrôle direct. Puisque justement, ce qu'on va appeler le conscient dans l'être humain, c'est ce qui la gouverne du moi, un peu l'ego personnel ou le moi, et ceux dont, entre guillemets, je dirais la même chose, on a conscience. J'ai conscience de qui je suis, mon identité de base, etc. Un certain nombre de choses, on a chacun les contours de soi-même, c'est qu'on regarde dans la glace, enfin je reviendrai tout à l'heure sur ça, l'image, etc. Mais à l'intérieur de nous, on va dire, il y a d'autres dimensions auxquelles on n'a pas un accès aussi direct. C'est ça le célèbre univers de l'inconscient. Il y a des gens qui ont une capacité de se souvenir des rêves plus forte que d'autres. Certains qui disent « je ne rêve pas », ça c'est complètement faux. Tous les êtres humains rêvent. Semblant certains font monter plus facilement à la conscience le rappel de ce qu'ils ont vécu dans la nuit, et d'autres non. Mais si on ne rêvait pas, on serait mort. D'accord? C'est une faculté fondamentale et une manière justement de rendre un peu fous les gens dans quelques régimes un peu totalitaires était de les empêcher non seulement de dormir, mais à traverser aussi de rêver. Donc le manque de rêve nous déstructure intérieurement d'une manière très forte. Donc pourquoi, à quoi ça sert? Donc justement, on verra que ce monde du sommeil et du rêve permet un équilibre biologique et mental, une sorte d'autorégulation intérieure de nous-mêmes. Parfois, il nous permet de digérer les expériences de la journée. Parfois, on se couche avec un problème et le lendemain, pouf, eureka, on va trouver une certaine réponse. Parfois, il y a des processus qui sont plus longs. On fait comme une sorte de digestion de nous-mêmes sur le plan de cette relation avec cette part invisible de nous-mêmes. Donc, Jung était assez émerveillé de voir comment se jouait cet équilibre entre ces deux parts de nous-mêmes. Il disait que cette régulation révélait une sorte de sagesse naturelle, puisque l'être humain est fait de telle sorte qu'il doit établir cet échange qui sera soit fructueux, positif, constructif, soit parfois destructeur. Parce que toucher le monde de l'inconscient n'est pas toujours aussi facile. Il y a des fois c'est l'inconscient qui nous déborde, comme d'autres fois c'est le conscient. Donc, il faut savoir jouer avec tout ça. Et il comparait ces relations conscient-inconscient avec un voilier. Il y a un équilibre entre la voile et la quille. Donc il y a une part
qui navigue en haut et qu'on voit, et une autre qui est en bas. Mais s'il n'y a pas un bon équilibre entre la voile et la quille, hein, ça peut se déstabiliser. En tout cas, il permet de découvrir une image insoupçonnée de nous-mêmes, et il est orienté vers un but, vers une certaine évolution de l'âme et de la psyché. Et bien ensuite, le dernier point sur lequel je reviendrai, il s'exprime avec un langage spécifique qu'on va appeler le langage des symboles. Les symboles étant en quelque sorte des figures ou des éléments qui s'expriment sous la forme des contenants objectifs. Donc, on va parler de la coupe ou de l'arbre ou de la montagne. Mais cet objet, entre guillemets, aura un contenu et une signification qui est traçante, qui va beaucoup plus loin que sa signification objective. Donc, on va travailler par analogie et par correspondance. On va découvrir, disons, différentes, comme une sorte de millefeuilles, différentes capes ou couches de la réalité. Alors, pour l'interprétation des rêves, évidemment, ce n'est pas l'objet de notre petit exposé d'aujourd'hui. Mais sachez qu'on a fait avec Fernand Schwartz un certain nombre d'ateliers, de stages sur ce thème pendant quelques années. C'était un des sujets dans la cour Pétrale où nous faisons nos stages d'été. On a fait quelques stages sur ce sujet. Et là, je dois faire un peu téléx, mais simplement pour nous donner une petite idée. Donc, on a dit qu'il s'exprime par des symboles et il se réfère. Ce qui est intéressant, c'est que de quoi nous parlent les rêves? De nous-mêmes. Donc, tous les éléments qui vont apparaître dans les rêves, l'histoire qui va se dérouler, les espaces, les maisons, les personnages, tout ça qui souvent est très élaboré et complexe, en réalité, nous parle surtout de nous-mêmes. Comment de nous-mêmes? Bon, de plusieurs facettes de nous-mêmes. Donc on se décrit nous-mêmes dans les processus qu'on est en train de vivre. Ils s'articulent entre eux. Parfois, il y a des rêves qui reviennent pendant certaines périodes. Et après, ils disparaissent, d'autres prennent la relève. Donc, il y a comme une sorte d'histoire qu'on est en train de raconter à travers les rêves. On se les raconte à nous-mêmes, cette histoire, disons, ce qu'on est en train de vivre. Et on va aussi expliquer que pour l'interprétation des rêves, on va travailler par une méthode qu'on appelle l'association. Donc, on fera des associations d'idées, d'images, etc. On essaie de sortir et voir à quoi ça peut correspondre, à quoi ça nous parle. Et aussi, et ça c'est la méthode spécifique de Jung, il développe ce qu'on appelle l'amplification. L'idée d'amplification, c'est les rêves nous racontent une histoire particulière, disons liée à une personne, mais en fait, comme tout ce que chaque individu vit, va être un petit peu en relation avec sa culture, mais aussi avec la civilisation en général, l'expérience humaine. Par amplification, il va aller chercher dans les mythes, dans les contes, dans les récits, d'autres éléments qui font partager cette expérience particulière que chacun de nous vit avec quelque chose de plus global. Ainsi, par exemple, il explique que quelqu'un qui éprouve une certaine souffrance, une douleur, si nous sommes trop centrés que sur nous-mêmes, on va se dire « Waouh, je souffre horriblement et ça n'arrive qu'à moi ». Parce que notre ego va, lui, amplifier aussi dans le particulier. Mais si tout d'un coup, il comprend, à travers tous ces éléments symboliques et mythologiques, complémentaires, que cette souffrance est propre de l'homme, mais pas seulement de lui en tant qu'individu, mais de l'espèce humaine, bon, mais tout d'un coup, ça les met dans un autre contexte. Et beaucoup d'autres choses aussi. Puisqu'en fait, nous vivons nos propres mythes. Nous recréons nos propres histoires, nous sommes nos propres héros, héroïnes, etc. Alors, et cette notion justement de cette correspondance entre les particuliers et l'universel est en rapport avec un concept que Jung développe qui s'appelle l'inconscient collectif. Je reviendrai tout à l'heure un petit peu plus. Donc, décrypter les rêves, c'est un processus aussi de construction de l'individu. Puisqu'en fait, on peut se construire soi-même en pouvant établir ce dialogue entre ce qu'on va appeler les mois du jour et les mois de la nuit. Parce qu'on a une sorte de mois, nous. Un qui s'habille avec les habits de lumière du jour, du solaire, et l'autre les habits de la lune, de la nuit. D'accord? Donc en fait, il faut dialoguer entre les deux. Et dans la mesure où on arrive à les interpréter ou à les décrypter,
ça permet de sortir un peu du chaos des images qui parfois nous semblent insensées, un sens, une signification. Et pour Jung, c'est le point essentiel un petit peu de l'aventure humaine. On est tous en train de chercher quel est en fait l'essence de notre vie. Pourquoi nous arrive telle ou telle chose. Et quand on comprend l'essence, on a plus de force pour résister aux épreuves et aux difficultés. Donc ça, c'est un point important. Alors, ça c'est pour citer un petit peu ce monde des rêves vers lesquels on va aller tout à l'heure. Alors maintenant, justement, je passe à mon petit point 2, qui est Jung. Finalement, je veux quand même vous le présenter. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, quand je posais la question, vous connaissez de nom. Alors voilà, on va essayer d'aller du nom à quelque chose d'un peu plus conséquent. Excellente émission. Oui, n'est-ce pas? Très bien. Oui, France Inter a fait une très belle émission sur Jung, avec Frédéric Lenoir, qui vient de sortir un livre sur Jung. Alors, Carl Gustav Jung, c'est comme ça qu'il s'appelait, est un psychiatre et psychologue suisse qui a vécu entre 1875 et 1961. Donc vous voyez, un peu loin par rapport à notre 21e siècle, mais donc il a pu traverser la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et il était dans cette période, à la fin du 19e siècle, où cet intérêt pour le monde invisible qu'on commençait à découvrir, à travers les rayons, l'électricité, ces forces obscures de l'âme qu'on n'arrive pas bien à comprendre, c'est l'état un petit peu de l'éveil du spiritisme, des nouvelles sciences, électricité, radio, vous voyez, plein de choses étranges qui commençaient à faire penser à ce monde occidental qui était un peu matérialiste, physicaliste, comme on dit, qui avait quand même une autre dimension de la réalité. Et donc, effectivement, Freud va être celui qui ouvre en premier la porte de l'inconscient, mais il va rester un petit peu au premier pas de cette porte, puisqu'il ne verra dans l'inconscient que les résidus de ce que le conscient ne veut pas assumer. D'où tout l'aspect un peu sexuel et limite un petit peu morbide qu'on voit dans cette vision de la psychanalyse freudienne. Jung, pendant un temps, justement, comme il est plus jeune que Freud, ils vont se connaître, ils vont échanger, il va être un petit peu son mentor. Ce n'est pas lui qui va les former directement, mais de 1907 à 1913, ils ont une relation assez étroite, avec une correspondance très importante. Mais ce qui va un petit peu éloigner Jung de Freud, qui voulait en faire un peu son héritier, c'est justement que Jung ne se contente pas de cette dimension, entre guillemets, purement sexuelle ou instinctive de l'inconscient. Il dit non. Dans ces plans invisibles ou peu connus de nous-mêmes, il y a d'autres choses, il y a des niveaux de réalité plus subtils, auxquels on ne peut pas, disons, renoncer en quelque sorte, qu'il faut découvrir, il faut aller plus loin. Donc il va donner une dimension de spiritualité à l'inconscient et pas seulement d'instinct. D'accord, pour donner une idée. Il avait une culture incroyable, il connaissait déjà les latins et les grecs en étant enfant, il a dévoré un peu tout ce qui sont les connaissances ésotériques, philosophiques, mythologiques, un petit peu des connaissances de l'époque. Mais surtout, et le point qui me paraît intéressant, il a travaillé sur sa propre expérience de vie. Donc en même temps, il a un côté professoral, ces textes ne sont pas très faciles à lire, c'est pour ça qu'effectivement il y a plusieurs ouvrages qu'on vous propose même à l'entrée. D'autres qui en parlent sur Jung les rendent plus accessibles, parce qu'il a un style un peu germanique, un peu lourd, entre guillemets, pour exprimer les choses, mais il a des visions, une fulgurance incroyable. Et le deuxième point important, c'est qu'il ne s'intéresse pas simplement à ceux qui lui racontent un petit peu ses patients ou ses études. Il dira de lui-même qu'il est un inconscient qui se déroule tout au long de sa vie. Donc il est en train d'accomplir une certaine destinée, de se réaliser, en arrivant à établir une relation de plus en plus intime, en fait, en lui-même, entre son conscient et son inconscient. Donc il va expérimenter un certain nombre de choses. Et c'est pour ça, depuis son enfance, il a des rêves absolument incroyables, et il les note, il les écrit. Donc dans la deuxième partie, je vais vous parler de 7 rêves de Jung pour faire un petit peu une étude plus spécifique sur des exemples concrets des rêves. D'accord ? Donc voilà, c'est quelqu'un de formidable qui va dire, voilà, on va essayer de décrire un tout petit peu la géographie de ce qu'est l'âme humaine, de cette psyché, dans toute sa richesse et sa complexité.
Et je les résume un tout petit peu. Cette géographie de l'âme, il l'a décrit comme ça. Imaginons, n'est-ce pas, cet être humain, imaginons comme une sphère, dans la part plus extérieure de nous-mêmes, enfin, on va dessiner une sorte de courant circulaire, qui est le conscient. Et à l'intérieur de ce courant circulaire, vous avez un cercle, inclus dans cette couronne, qui est l'inconscient. D'accord ? Donc, le conscient est un courant circulaire, on mettra le moi qui gouverne ça, et l'inconscient est dedans. Ce n'est pas proportionnel, parce que l'inconscient a une profondeur immense. Mais disons, l'extérieur de ces conscients, c'est un peu comme la surface de la sphère, et c'est qui établit la relation entre nous et le monde. D'accord ? Donc cette part qui est la projection de nous vis-à-vis du monde, il va l'appeler la persona. Et il reprend le terme latin persona qui voulait dire les masques de théâtre. Donc effectivement, chacun de nous porte un ou plusieurs masques qui naissent de cette relation que nous avons avec notre environnement. On est en rapport avec plusieurs milieux, personnels, professionnels, enfin, de toutes sortes. Et à chaque fois, on joue un rôle, on joue un personnage. D'accord ? On est les pères pour quelqu'un, ou la mère, on est les fils, la fille, l'époux, l'épouse, les profs, l'élève, les patrons, l'employé, oui. On a plein de facettes. Ça donne ce qu'on appelle la multiplicité, entre guillemets, d'identités, mais qui sont aussi toujours basées sur le fait que comme cela est l'extérieur de cette part consciente de nous-mêmes, c'est ce qui nous renvoie à l'image que l'on projette et les besoins qu'on a, que les autres, ce monde dans lequel on est, nous rassurent et nous répondent un peu comme dans le théâtre. Alors, l'ai-je bien descendu, l'ai-je bien fait, applaudissements, pas d'applaudissements. Donc, on est toujours dans une sorte de quête de reconnaissance, parce que de la manière qu'on ne voit pas son propre visage, je ne sais pas si vous avez, essayez de regarder votre visage maintenant, sauf si vous avez un miroir caché quelque part. Vous voyez, on ne voit pas son visage. Donc, qu'est-ce qui nous renvoie à notre visage? C'est l'autre qui nous envoie le visage. Ce qui fait qu'on est toujours dans un monde de relations. La relation à l'autre est extrêmement importante. Mais quand cette relation devient une relation d'extrême dépendance, waouh, est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Un petit peu comme l'élève craintif qui fait tout pour, entre guillemets, être approuvé par son prof ou par ses parents. C'est vrai qu'il y a une déformation et le fait de se projeter trop vers l'extérieur, dans cette dépendance de l'image qu'on projette. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de développement sur les sujets parce que nous sommes dans le monde de, je dirais, l'hypertrophie de la persona. Les selfies and co et tous les systèmes réseaux sociaux et autres sont une image, n'est-ce pas? On a en quelque sorte cassé le miroir et il s'est démultiplié dans une multitude de sous-miroirs dans lesquels on se perd. On n'a plus une persona, on a une multitude de personas. Alors, dans tout ça, savoir qui on est, difficile. À l'intérieur de cette couche extérieure, nous avons les fonctions psychologiques, bon, je ne travaille pas, et le moi. Alors, ce moi, entre guillemets, c'est ce qu'on va appeler l'ego, le moi personnel. C'est celui qui dit, c'est moi, ça c'est pas moi. Bonjour, je suis là, d'accord? Donc, ce qui nous permet de nous identifier, en quelque sorte, à ce que nous pensons être nos qualités, nos défauts, jusqu'à une certaine dimension de ce qu'on connaît de nous-mêmes. Mais ce moi, justement, c'est ça qu'explique très bien Jung, lui, il se prend pour le centre du monde. Et dans le dessin que je vais vous expliquer, ce n'est pas le moi le centre. Pour ça, je vous expliquais, c'est un courant circulaire. Ce qui veut dire que si je cherche le centre de ma figure, il y a quelqu'un d'autre qui habite dans le centre, qui n'est pas le moi. Le moi, c'est le pseudo-centre. Donc, il gouverne une partie de moi-même, la couche visible qui se projette dans la persona, mais il ne sait pas quoi faire avec cette part, disons, un peu sombre, obscure, inconnue, incontrôlable, qui est l'inconscient. Les portes d'entrée de l'inconscient sont gardées par l'inconscient personnel, dans lequel, effectivement, il y a un peu le résidu psychique de ce qu'on n'accepte pas, etc. Et il fait la transition avec le cœur de cet inconscient, que Jung appelle l'inconscient collectif. Parce qu'il explique justement qu'à l'intérieur de nous-mêmes, chacun porte, d'une manière inconsciente, la mémoire de tout ce que l'humanité a pensé, créé, élaboré depuis la nuit des temps. C'est bon cette histoire.
De la même manière qu'au niveau de notre ADN biologique, nous portons la mémoire de l'humanité, on aurait une espèce d'ADN psychologique, pour ainsi dire, dans lequel on porte ces racines de toute l'expérience et l'aventure humaine. Pour ça, et ça je l'ai mis aussi dans ma première conférence, en fait, il a une belle expression en disant, dans le monde un peu de désarroi, de confusion où on vit aujourd'hui, il serait intéressant d'interroger ces vieillards très sages de plus de 2 millions d'années, qui résident au plus profond de nous, qui a peut-être quelque chose à nous apprendre pour nous en sortir du problème, de la situation où on est. Parce qu'évidemment, en même temps qu'ils s'intéressaient à des problèmes cliniques de certains de ces patients, Jung s'intéressait, il était très préoccupé pour ce qu'il appelle la dissociation de l'âme de l'homme occidental. Enfin, quand il parle d'âme, c'est générique, hein, donc bien que j'ai surtout que d'âme, sauf notre cher Vilmer. Et donc, en fait, dissociation, pourquoi? Parce que justement, comme il n'y a pas de dialogue ou échange entre le conscient et l'inconscient, ça nous amène à des états de névrose. La relation entre les deux est conflictuelle et pas d'entente ou d'harmonie. Et voilà pourquoi on est dans un monde complètement dissocié. Je vais revenir sur ça. Donc, au niveau individuel, on a donc cette porte d'accès à l'inconscient qui s'appelle l'ombre. Et l'ombre est formée, en fait, en quelque sorte, de 2 choses. D'une part, les défauts en nous que l'on ne veut pas assumer. Ah, ça, c'est pas moi. D'autre part, effectivement, la racine archaïque, primitive, un peu animale, au fond de nous-mêmes, qui amène à tout ce qui est rupture, violence, dissociation. Donc, il y a le côté, entre guillemets, qui va donner l'image du diable. Diabolus veut dire ce qui sépare, ce qui dissocie. Mais surtout, ce qui est intéressant dans l'ombre, c'est qu'on cache là-dedans, un peu comme sous la poussière sous les tapis, ce qu'on ne veut pas voir. L'ombre est quelque chose, on a une lumière, la lumière se projette sur un objet, et l'objet projette une ombre devant lui, n'est-ce pas? Bon, je ne peux pas les montrer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc cette ombre est le profil de nous-mêmes. On projette à l'extérieur de nous ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous. Vous suivez? Donc, ça sera typique, ce qu'il va expliquer, c'est que les gens qu'on supporte le moins, les défauts les plus gros, vous voyez, en face, il y a plein de défauts et de gens pour lesquels on est extrêmement condescendant, voilà, les pauvres. On est tolérant face à plein de choses, mais si vous faites un petit peu l'inventaire, vous verrez qu'il y a certaines choses, ou certaines personnes, certaines situations qui nous indisposent d'une manière épouvantable. Comment est-il possible que les gens puissent être comme ça? Alors quand vous sentez monter un peu la colère, n'est-ce pas, un petit peu le petit démon intérieur qui se fâche, on se fâche parce qu'on repousse justement ce qui nous parle de ce qui est notre propre problème. Vous direz, mais non, c'est pas possible. Je vous laisse méditer tranquillement, hein, au fond de vous-même, un petit exercice d'authenticité et de sincérité, pour qu'on fasse un petit point. C'est très intéressant. Et ça va donner au niveau collectif des choses terribles. Ça va donner, si vous voulez, les boucs émissaires. On va chercher qui va être les coupables parfaits dans telle situation. Les juifs porteurs, n'est-ce pas, de toutes les, comment dirais-je, les défauts du monde par rapport à une société à une certaine époque, et ainsi de suite. On est toujours, entre guillemets, en train de projeter l'ombre sur quelqu'un. Et ça, il faut bien le comprendre. Et quand il y a aussi l'aspect des déchaînements, des violences, des émeutes, des colères, des révolutions, des guerres, mais surtout, vous voyez, par exemple, dans les manifs, toute cette espèce de violence déchaînée, bestiale. On se dit, mais où est l'humain dans ces gens? Qui s'attaquent à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Bon, je ne donnerai pas d'exemple parce qu'il suffit d'ouvrir la radio, les journaux pour avoir des tonnes d'exemples. Bon, ben, ça veut dire que quelque part, au niveau individuel et collectif, notre société, ne sait pas comment gérer son ombre. D'accord? On est en plein dedans. Et on est super sophistiqué, super technologique. On va aller dans Mars, on va aller dans la Lune, on fait des tas de trucs. Mais les problèmes essentiels, radicaux, profonds de l'être humain, on ne les a pas réglés. Donc, avant d'aller polluer les restes du système solaire, essayons de régler nos petits problèmes. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que pour l'instant, on est dans la fuite et pas dans la résolution des choses. Vous voyez, c'est intéressant cette porte. Donc, cette espèce d'ogre, entre guillemets, est un peu comme dans
tous les vieux contes, les lions, les dragons qui étaient à l'entrée de la grotte ou du temple ou du lieu sacré, et qui nous fait peur. Ou plus simplement, pour les Romains, les petits chiens à l'entrée, kawe kanem. Attention avec les chiens méchants. Attention, chien méchant. Donc l'ombre, c'est un peu le chien méchant, mais dont il faut connaître le nom, comme diraient les Égyptiens, pour traverser les portes de l'au-delà. Je connais son nom, ok, la porte s'ouvre. Je l'appelle, je le reconnais. Bonjour petit défaut, tu fais partie de moi-même. Je l'intègre, vous voyez, donc le conscient commence un petit peu à l'intégrer, et le terrible méchant se calme. Vous savez que les monstres méchants, toujours quelqu'un qui dialogue avec eux. Il y avait un film de... comment ça s'appelle ça? Le film d'animation sur Dragon. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un truc super sympa, où il y a un jeune garçon qui arrive à devenir ami avec les dragons. Bien que tout ça, sa tribu, la population dont il fait partie, disons ça, qui étaient des anciens amis avec les dragons, avait fini par se fâcher avec les dragons. Donc il y avait une sorte de combat violent contre les dragons. Et lui, à la différence de tous les autres, s'est fait ami avec les dragons. Alors ça c'est super parce que là on a vraiment cette idée, l'alchimie, de ne pas voir l'autre comme un adversaire, vous voyez, adversus, celui qui est contre, mais comme un ami ou un allié. Donc tout le travail en fait d'autodigestion que nous devons faire à nous, c'est un travail pour apprendre à comment devenir amis de ces forces invisibles internes qui nous font très peur. Et on commence par là. C'est l'ombre. Si on traverse l'ombre, enfin je donne l'image, hein, on va arriver, si on arrive petit à petit à intégrer l'ombre, on va voir émerger de l'inconscient quelque chose de génial qu'expliquait Jung, qui va appeler ça l'image de l'âme, et qui va être l'expression dans notre inconscient de la contrepartie de notre polarité sexuelle. Donc en fait, vous voyez, grand scoop. Pour Jung, chaque être humain est en quelque sorte bisexué. Waouh, génial. Donc comme ça, on évite tous les problèmes, il n'y a plus de problème d'aucun ordre. C'est réglé, on est tous chacun. Mais je m'explique. En fait, effectivement, biologiquement, nous développons, pendant les 3 premiers mois du fœtus, il n'est pas différencié. Après, une différenciation qui va nous amener vers polarisation masculin-féminin. D'accord? Mais on garde toujours un état récessif, les sexes complémentaires. C'est pour ça qu'on peut faire les opérations des transsexuels, sinon on ne pourrait pas, si on n'avait pas gardé un petit bout de l'autre sexe. Eh oui, c'est amusant, si ce n'était absolument un et pas l'autre. Alors, au niveau psychologique, Jung va nous dire, en quelque sorte, la femme extériorise certaines caractéristiques, que je vais expliquer, mais à l'intérieur d'elle, elle a une représentation du masculin. Ce principe masculin dans l'inconscient féminin, Jung l'appelle l'anima. Anima. Peut-être vous avez entendu ce terme. Non, pardon, dans la femme, je me suis trompé. Dans la femme, non, excusez-moi. Dans la femme, bonjour. La représentation, je rebobine là. La représentation du masculin dans la femme, dans l'inconscient féminin, est appelée, là vous avez une place si vous voulez. Parce que là, elle a besoin de... Venez ici. D'ailleurs, ça y est, on vous voit, vous êtes arrivés. Bien, non, mais c'est bien. C'est mieux d'arriver que de ne pas arriver. Donc alors, je rebobine. Tout ça, peut-être on va les couper dans notre... Donc alors, je reviens. La représentation du masculin, du principe masculin dans l'inconscient féminin, il va l'appeler animus. Animus. Et inversement, la représentation du principe féminin dans l'homme sera l'anima. Donc il va parler d'anima animus, mot que peut-être vous avez entendu d'une manière ou d'une autre, et qui se réfère donc à cette idée qu'on le veuille ou pas, on porte en soi les deux polarités. Alors, il va donner certaines caractéristiques à cette polarité. Dans les principes d'anima, il y a la force de vie, d'animation. Et les principes d'animus, c'est le souffle de l'esprit. Donc en fait, les côtés masculins, de manière générale, les principes masculins, Jung l'associe au logos, dans le sens que le logos, c'est la pensée, l'idée, le principe créateur du mental. Et les principes féminins, il va l'associer à l'éros, donc les sentiments, la force d'union, la force de vie.
la force première, effectivement, qui cherche à se fusionner dans l'union avec l'autre. Il va dire, la femme, naturellement, extériorise et actualise l'éros, d'où le fait que les filles aiment bien les romans roses, d'accord, et que les histoires se finissent bien. Et les masculins extériorisent les logos. Donc il aime la compétition, la bagarre, en fait, entre guillemets, tout ce qui va permettre d'extérioriser la puissance et également une pensée plus aiguisée. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas penser et que l'homme ne peut pas sentir. Vous comprenez? Il faut associer sentiment et raison dans tous les cas. Mais ça, ce n'est pas toujours aussi facile. Donc, quand je parlerai sur Shinoda Bolen, sur le thème des dieux, les dieux intérieurs, archétypes de l'anima et l'animus, je parlerai plus en détail sur ces sujets, sur lesquels je fais des livres, je trouve un sujet extraordinaire. Donc, on reviendra sur ça. Mais pourquoi j'explique ça? Parce que dans les rêves, tous ces gens-là vont apparaître. Donc, est-ce que c'est clair ça? À partir de là, vient clairement une partie de ce combat intérieur, enfin combat entre guillemets amené, c'est que nous devons gagner à l'intérieur de nous-mêmes la possibilité de que cet inconscient complémentaire dialogue avec le conscient. Et la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'effectivement, on va avoir des coups de foudre, parce qu'on va voir à l'extérieur de nous l'image dans laquelle va se projeter cet animus ou cet anima. Et d'une manière globale, le garçon sera attiré par une certaine fille qui va réveiller en lui le message de cet anima qu'il porte en lui, l'image de l'anima. C'est la princesse, c'est les princes, c'est pas qui se trouve. On le verra dans les contes. Et la fille va trouver dans tel ou tel garçon des qualités qui expriment son animus. Ça va? Donc on cherche, comme dans l'ombre, on s'est projeté sur l'autre, sur nos défauts. À travers les archétypes d'anima-animus, on projette sur l'autre ces qualités de l'être que l'on cherche un petit peu à actualiser. Simplement, il y a aussi, comme toujours, les bons ou mauvais usages de ces énergies. Quand le masculin, quand l'homme n'arrive pas à bien maîtriser ou canaliser son anima, eh bien, il va devenir quelqu'un qui, en termes de sentiments ou émotivité, sera trop émotif, soit il aura un rapport très violent et néfaste, parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ça. Il aura peur de sa propre féminité. Donc, soit il devient trop masculin ou trop féminin. Et la fille, entre guillemets, par rapport à son animus, si elle ne canalise pas son pôle intelligence, pensée, elle deviendra extrêmement critique, acariâtre, vous voyez, enfin, entre guillemets, quelqu'un qui veut tout dominer, tout contrôler. Exacerbation de l'animus. Aujourd'hui, certaines formes du féminisme, entre guillemets, sous prétexte qu'il faut vraiment l'égalitarisme et l'égalité à tout prix, sont un petit peu prises dans l'ombre de l'animus. Il y a une certaine époque, effectivement, qu'est-ce que voulaient les femmes quand elles commencent à parler d'égalité du 19e, début du 20e siècle, tout ce débat du début du féminisme, c'était devenir comme l'homme. Donc c'était encore l'idée de projeter l'animus en permanent les qualités du féminin. Parce que la question n'est pas de scinder le monde, d'accord? Les garçons d'un côté, les filles de l'autre, les masculins d'un côté. Parce que si on scinde ça, il n'y a plus de création. La question n'est pas de dire qui est bon et qui n'est pas bon. Comment se combinent les deux choses dans chaque être humain et dans l'ensemble de l'humanité. C'est toute la problématique de passer de la solution instinctive, brutale et inefficace, on se tape tous dessus, voilà, c'est formidable, on ne se parle plus, à une solution intelligente, harmonieuse, et qui est capable de créer l'union et pas la séparation. C'est pour ça qu'effectivement, comme on a développé une exacerbation du logos, effectivement, société plutôt masculine, et le conscient a pris le dessous, voilà, on pense tout, entre guillemets, on veut tout contrôler. On a tué en quelque sorte, ou maltraité les principes de l'éros. Alors quand il se manifeste d'abord, ça peut être de manière sauvage. Donc il faut que tout ça se combine d'une autre manière. C'est pour ça qu'il explique qu'il y a plusieurs degrés de cet anima animus. Et tout ce travail des rencontres des opposés, de cette raison et de ces sentiments, nous amène vers le cœur de cette figure de l'être humain. Et dans ce cœur de la figure de l'être humain, qu'est-ce que nous trouvons?
le véritable centre de l'être. Et comment il va appeler ce centre de l'être, Jung? Il va l'appeler le soi. Comme le self, le soi-même, comme l'atma qu'on trouve dans la philosophie orientale, n'est-ce pas? Dans l'hindouisme. Il dira lui-même, qu'il s'inspire de cette notion du soi, de l'absolu, qui est en fait l'image du divin, l'image de Dieu dans l'être humain. Parce qu'indépendamment qu'on croit ou pas en Dieu, ce n'est pas un problème de religion, il y a toujours la quête de quelque chose qui soit la racine, l'origine, le commencement. Et pour ça, il dit que le soi, si on imagine un cercle avec un point central, il dit que le soi est le centre et la totalité de tous les processus psychiques. Notre racine vient de là. Donc, petit à petit, on va développer, à travers notre propre évolution, la capacité d'intégrer des degrés plus subtils de l'être, dans lesquels, effectivement, des éléments de l'inconscient deviennent de plus en plus conscients, en quelque sorte. Mais avec une conscience plus lumineuse et moins particulière, où le moi est au service du soi. Tandis que pour l'instant, nous, on veut faire que le soi soit au service du moi. Alors, ce processus de réintégration des contraires, qui est beaucoup en rapport avec l'alchimie, parce qu'il faut passer par la déstructuration, reconstruction de soi, etc., il va lui donner un nom très joli. Il va parler de que chaque être humain cherche en fait à se construire et reconstruire cette identité en lui, et il va appeler ça le processus d'individuation. Retenez bien ce mot, parce que s'il y a quelque chose à retenir de mon exposé, c'est processus d'individuation. Processus d'individuation veut dire redevenir indivisé, non divisé. Donc redevenir un. Donc chaque être humain aspire à revenir cette unité, mais qui n'est pas dans le sens égotique personnel, voilà, je suis le roi du monde. Non, au contraire. On redevient un petit un, qui est un peu comme une petite lumière, qui se relie à la lumière cosmique. C'est pour ça qu'il dit l'individu n'exclut pas l'univers, il l'inclut. Donc on est dans une logique, justement, je dirais, orphique, d'inclusion et pas d'exclusion. Et toute notre épreuve est comment passer d'être dans une logique un peu diabolique d'exclusion et de séparation, c'est lui ou moi, c'est l'autre ou moi, une sorte de bagarre permanente, une logique d'inclusion et de communication. Il appelle ça la voie de l'harmonie des contraires. Pour ça, il y a une divinité qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Hermès. Mercure, Hermès, ça vous dit quelque chose? Dans la mythologie grecque, Hermès était le dieu de quoi? Ne me dites pas des voleurs, parce que c'est un aspect, mais pas les plus hauts. De la communication. Oui, encore un petit peu plus. Oui, la petite aile. Non, la musique, non, ça c'est plutôt Apollon. Hermès, comment il est représenté, vous vous rappelez? Quels sont ses attributs, Hermès? C'est effectivement le grand messager divin. Il a une coiffe avec des ailes dans les pieds, mais fondamentalement, il a un attribut, qui est le caducée. Le caducée de Mercure, c'est un bâton d'or qu'il lui avait donné à Apollon, autour duquel sont enroulés deux serpents, qui font ces mouvements comme ça. N'est-ce pas? Elles se croisent 3 fois. Non, ça vous dirait? Vous n'avez pas vu ça? Vous le voyez parfois avec les médecins. Mais les médecins en général ont plutôt le symbole d'Esculape, qui est les bâtons avec un seul serpent. Ça, c'est Asclépios. Mais quand il y a deux qui se croisent, c'est un peu comme en Orient, n'est-ce pas, avec les énergies complémentaires, du yin et du yang. Donc les forces contraires, du côté lumineux, du côté sombre, doivent s'allier à nous et s'harmoniser dans 3 plans. Les mondes spirituels, psychologiques et biologiques. Voilà. Donc c'est le grand maître de l'harmonie des opposés. Il est toujours dans le mot « et », dans ce qu'on appelle la copulation, les symboles « et ». Telle chose et telle autre. C'est presque en même temps, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens d'alliance entre les masculins et les féminins. Vénus est le symbole du féminin, Mars est le symbole du masculin, mais ce qui permet la relation entre les deux, c'est Hermès. C'est le seul, je crois, qui peut aller dans le monde des enfers. Voilà. En fait, en tant que voyageur et communicateur,
il relie les trois mondes, les mondes des dieux, les mondes des hommes, les mondes souterrains. Il amène les âmes dans l'au-delà, il les ramène dans les mondes des vivants. Et autre chose, toutes les nuits, ils ouvrent les portes pour qu'Hypnos vienne nous visiter. Donc il amène les rêves. Bon, il ne faudrait pas trop de sons, si vous pouvez boucler vos téléphones, parce qu'on filme, on enregistre. Donc ça serait sympa d'éviter ça. Bien. Donc, ça va, ça c'est toutes les composantes de l'âme. Et en fait, si je me suis un peu arrêté là-dessus, c'est parce que dans le monde des rêves, tous ces personnages vont apparaître d'une manière ou d'une autre. Tout à l'heure, j'expliquerai un petit peu comment. Et alors, effectivement, si le moi conscient s'exprime à travers un langage comme celui que je suis en train d'utiliser maintenant, vous voyez, très docte, très clair, avec des mots, des lettres, des mots, comment dirais-je, des phrases bien articulées, des choses qui se suivent dans l'espace-temps. Vous êtes obligé, quand je dis une phrase, d'écouter le début, le milieu et la fin pour à peu près comprendre de quoi je parle. Et pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. Et en même temps, ça se déroule dans le temps. Je ne peux pas vous dire tout d'un coup. Donc, on est dans le côté, disons, un petit peu du verbe, de la raison, de l'ordonnancement des choses. On explique quelque chose, mais on explique quelque chose et pas le contraire. Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu un monde de dualité. L'inconscient, lui, il a une capacité formidable qui est celle de nous montrer la réalité pouf, tout d'un coup, comme si c'était une image. On est entre les verbes et l'image. Si on prend l'image, dans l'image, on fait la photo, on a tout en même temps. D'accord? Donc, à ce moment-là, on peut percevoir une réalité plus vaste que le fait d'énumérer chacun des personnages. Là, on a un certain nombre de personnes. Et les côtés verbes, entre guillemets, seraient passés une par une, tac, 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 tac. Et les côtés images, on fait la totale et on voit tout. Donc, on a une vision globale de la chose. Donc, on s'exprime par des images. Et effectivement, il parle cet autre langage qui est le langage des symboles. Dans le mot symbolum, on a les contraires du diabolum. Le diabolum sépare, le symbolum, symbole, relie. Les anciens Grecs avaient l'habitude de prendre une monnaie qui divisait en deux moitiés, et un messager portait une moitié, et quand il la ramenait, si on rassemblait les deux morceaux, ça recréait l'unité du message. Donc en réalité, le symbole, il fait un peu ça. Il va nous parler de quelque chose de très riche, appartenant de, comme je vous expliquais, un contenant de base, une image, un objet, un élément. Par exemple, l'arbre. Vous trouvez l'arbre dans toutes les traditions comme un symbole très intéressant et très varié. Alors, racontez-moi quelques exemples de quoi l'arbre est-il symbole. L'ancrage. Pardon? L'ancrage, la stabilité. Oui. Le vie. Pardon? Le vie. La vie. Pourquoi la vie? Parce qu'il y a tout, il y a les racines, il y a la terre. La partie Voilà. extérieure aussi, qui fait référence à l'âme aussi. Tout à fait. En fait, effectivement, déjà, vous voyez, dans l'arbre, vous avez la verticalité, l'axe du monde. Il a évoqué l'axe du monde. Dans beaucoup de traditions, on va nous parler de cet arbre du monde. Ou l'arbre de la sagesse. Les fruits, parfois, sont associés à la sagesse. L'arbre de la connaissance, avec les fruits du bien et du mal. Quand le pauvre, la tentation, l'Eva, vous comprenez, la célèbre pomme, c'était l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Avant, il y avait un état d'innocence, mais effectivement, quand on arrive à croquer cette pomme et accéder à cette voie de connaissance, une conscience se développe. Dans cette humanité qui sort du paradis, c'était peut-être quelque chose de nécessaire pour notre évolution. Sinon, on serait resté super sympa, mais un peu enfant. Donc, apprendre à connaître les choses, c'est une épreuve. Vous avez l'arbre kabbalistique, avec un certain nombre de symboles et de qualités qu'il porte en lui. Beaucoup de traditions vont nous parler sur l'arbre. D'accord ? Et si on imagine l'arbre, commence à penser dans l'arbre, cet arbre va nous parler de beaucoup de choses. À nous-mêmes, si on s'imagine soi-même comme un arbre, on dessine son arbre préféré, soi-même comme arbre. Est-ce que j'ai des racines profondes, des racines superficielles ? J'ai un tronc tout fin, un tronc plus épais. Est-ce que le sommet, n'est-ce pas, de mon arbre est fleuri? Est-ce qu'il est capable de porter des vies?
Est-ce qu'il est un cactus? Enfin, quel arbre je suis? Vous comprenez? À tel point, la symbolique des arbres était formidable dans beaucoup de civilisations que, par exemple, il y a une tradition au niveau de l'astrologie celtique qu'on connaît peu, dans laquelle les différents moments de l'année, donc les signes qui étaient en rapport avec ça, étaient associés avec des arbres. Parce qu'ils avaient une connaissance, les druides, extraordinaire des qualités des arbres et de la nature. Bon, je prends ça comme un petit exemple. Mais il y aurait plein d'autres choses. Donc, quand notre inconscient veut nous dire quelque chose, hop, il projette des symboles. Il ne va pas nous parler avec des concepts, parce que le concept délimite. Il donne des limites aux choses. Je définis. Définir, finesse, c'est frontières. Si je définis ce qu'est une feuille de papier, ça va être ça et pas autre chose. Par contre, si c'est un symbole, vous voyez une feuille, ça vole, ça va, c'est bien. Il y a plein de choses que je peux raconter quand ça devient un symbole. Le verre, ok, il a telle fonction, telle caractéristique. Mais s'il devient la coupe du Graal, c'est autre chose. Vous comprenez? Donc il y a le côté imagination créatrice, débordement. Et là, c'est l'inconscient fleuri. Il y a toute une force de vie qui passe à travers ça. Alors, quand les rêves veulent nous parler, ils parlent en symbole. Mais comme nous avons une certaine économie d'énergie, ils partent des choses qu'on a vécues. Donc, il prend les gens qu'on a vus dans la journée, différentes situations, objets, hop, hop, ça m'arrange, et nous amène dans des décors, dans des cadres et autres, connus ou pas connus. Mais il faut les interpréter pas dans le sens littéral. C'est pour ça que, par exemple, une des caractéristiques, quand on parle des rêves sur la mort ou des morts, c'est surtout pas de la mort dont on parle. Okay, on va parler de nécessité de passer d'un état à un autre, de transformation, de quitter quelque chose pour aller vers une autre. Comme le symbole du dieu Osiris en Égypte, qui est l'idée de la mort, mais en même temps de la renaissance. D'accord? Donc là, cet univers-là est d'une richesse extraordinaire, et j'espère à travers tous nos différents exposés de l'année, vous faire découvrir un petit peu différentes facettes de cet univers-là. Donc il faut se familiariser avec ça, parce que cet univers des symboles, malgré qu'on les porte en nous, il ne fait pas partie de notre culture actuelle. On est trop dans les concepts, vous voyez, dans des choses extrêmement étroites, petites. Et donc ça nous dessèche. La poésie est une manière aussi de s'exprimer à travers les symboles. Donc il faut revenir à un monde plus poétique, et plus créatif. Bien. Alors, je pense que bien que ce soit pile poil 5h30, nous allons faire la pause. Donc vous pouvez, si vous voulez boire quelque chose, c'est possible. On va se donner 10 minutes de petite pause tranquille pour changer les idées, parce que comme je change de thème, je vais laisser reposer vos petites neurones. Et ensuite, on prend la suite. Mais je veux savoir, est-ce que c'est à peu près jusqu'à maintenant, c'est à peu près clair? Ça va? Très bien. Ça, c'est, disons, c'est l'introduction. Maintenant, je vais passer à la partie 3 et 4. Je vous explique plus concrètement comment fonctionne l'univers des rêves, etc. Et la 4, comme application, parce que je ne vais pas faire rêver maintenant pour que vous me racontiez vos rêves. Dans les stages, on a fait ça, hein, on a interprété les rêves des participants. On va travailler sur des rêves de Jung. Parce que j'ai fait une compilation de 7 rêves depuis l'âge de 6 ans, jusqu'à quelques jours, quelques mois avant sa mort. Vous voyez, donc 7 rêves sur l'énorme quantité de choses qu'il a vécues. De toutes les œuvres de Jung, pour moi, le mieux c'est commencer par celui qui s'appelle Ma vie, qui est des sortes de synthèse incroyables. Et là, vous avez tout. Je pense qu'il faut commencer par ça. Bon, pause. Merci. Bon, maintenant, oui. Un petit mot sur comment fonctionnent les rêves. Et nous commençons par expliquer qu'il y a trois clés des rêves. En fait, l'univers des rêves peut s'interpréter sur le plan biologique, la clé biologique, la clé psychologique et la clé spirituelle. Donc, vous voyez, c'est un vaste domaine. Par rapport à la clé biologique, elle est en rapport avec le cerveau. Et maintenant, ce côté connaissance du sommeil est immense. Et en France, il y a des écoles, disons, des recherches très importantes qui ont été faites à ce sujet, notamment à Lyon. Et alors, on sait actuellement, d'une manière très précise,
que le cerveau s'organise en passant par des cycles de 90 minutes. Il y a un petit train du sommeil dans lequel on ne passe pas par toujours les mêmes états du sommeil. On commence par en fait une phase en fait d'endormissement, après un sommeil léger, un sommeil plus profond, etc. jusqu'à arriver à la fin du processus, dans la 5e phase, à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est au moment où on arrive à la phase du sommeil paradoxal que le corps est complètement détendu, tous les muscles sont parfaitement détendus, on arrive à un maximum, disons, de ralentissement du cerveau, perte de vigilance, déconnexion totale du monde extérieur, et à ce moment-là, il y a des mouvements dans les yeux, en fait, on voit qu'il y a une immense activité cérébrale qui d'un coup se met en place. Donc on est en train d'être très actif à l'intérieur du cerveau, mais le corps est tout à fait détendu. Et c'est à ce moment-là qu'ils se produisent les rêves. Donc c'est quand on est dans le sommeil paradoxal. Donc comme ce sont des cycles de 90 minutes, donc à peu près 1h30, dans la nuit, avec 7 heures, on peut avoir plusieurs de ces cycles. C'est pour ça qu'on a des petites tranches à peu près d'une vingtaine de minutes, et dans la nuit, on peut arriver à en avoir plusieurs. Donc c'est ça qui est la particularité, disons, de l'aspect biologique de la question. Ce que l'on sait, c'est que le sommeil, sur la clé biologique, on l'appelle processus de régression de nos états de vigilance, qui permet essentiellement deux choses, la régénération et la croissance de l'organisme. C'est pour ça que les bébés, les enfants dorment énormément. On grandit en dormant. C'est facile, là. Si on grandissait antérieurement en dormant, ça serait bien. Et donc, en même temps, l'organisme se régénère. Pour ça, parfois, quand il y a des gens qui ont certains types de problèmes psychologiques, ils vont faire effectivement, par exemple, comment ça s'appelle, des cures de sommeil, et on rétablit certains aspects de la santé. Parce que c'est le corps, quand il est percuté par tout notre plan psychique, qui se dérègle énormément. Sinon, en tant que tel, bon, il pourrait s'arranger assez bien. Donc, en réalité, le monde des rêves nous amène à ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Dans l'état d'éveil, de vigile, nous sommes dans ce qu'on appelle l'état de conscience ordinaire. L'état de conscience ordinaire est un état qui est un tout petit peu conditionné par les circonstances spatio-temporelles où on est. Donc voilà, où est-ce que je suis, lieu, heure, vous comprenez, on a un cadran, et on a à peu près une cohérence, le monde solide, chaque chose est ce qu'elle est et pas autre chose, vous voyez. Quand vous rentrez dans ces états modifiés de conscience, qui sont un peu comme des états chamaniques, tout ça est différent. Et tout d'un coup, la table va commencer à bouger, sans donner les objets à la Dali, vous voyez, les horloges molles, enfin plein d'autres choses possibles et inimaginables. Plutôt disons, oui, imaginables, mais pas tout à fait rationnelles et claires, et plusieurs états où notre conscience vit d'autres choses, expérimente d'autres choses. Par rapport à la clé psychologique, justement, c'est là où rentre vraiment le monde des rêves, et ce langage des rêves, comme on l'a dit, est symbolique, et exprime en fait la richesse de notre inconscient, qui va porter en lui un travail de transmutation et d'alchimie intérieure. C'est pour ça qu'en fait, on va voir que les rêves vont être classés en, disons, 4 catégories basiques que je vais expliquer tout à l'heure. Donc ça va rentrer dans la clé psychologique. Donc tous les rêves ne sont pas pareils, ne jouent pas la même division, comme on dirait. Troisième aspect, sur lequel je ne vais pas trop parler, mais qui est extrêmement important de savoir qu'il existe, et qui fait partie de toute une sagesse orientale en particulier, est ce qu'on appelle la clé spirituelle. Elle est notamment développée à travers la tradition hindoue et la tradition bouddhiste, en particulier le bouddhisme tibétain. Donc dans la tradition hindoue, il y a un livre qui s'appelle les Mandukya Upanishad, qui va définir très clairement la fonction du rêve dans l'évolution de l'homme intérieur. Parce qu'en réalité, c'est en partant de cet état, on se détache du monde appelé en Orient de l'illusion, de Maya, le monde des apparences, que l'être va se relier avec la racine profonde de la réalité. Donc on va traverser les plans. On n'est plus dans les plans spatio-temporels, on n'est pas non plus dans les plans intermédiaires imaginales, on est dans les plans de la racine spirituelle des choses.
qu'on va associer avec certaines formes de Shiva et un plan de conscience qui relie la conscience particulière à la conscience universelle. Bon, comme ce n'est pas encore notre état, on va laisser ça pour une autre fois. Il faut savoir quand même qu'il y a une conscience tout autre de cette dimension. C'est un petit peu évoqué dans les images mythologiques de l'Inde par la figure de Vishnu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vishnu est un des trois divinités de la Trimurti. Brahma, le dieu créateur, Shiva, le destructeur, Vishnu, le conservateur. Mais il y a un aspect de ce Vishnu primordial où on voit ce dieu Vishnu couché sur un grand serpent qui fait 3 tours au-dessous de son corps. Il dort. Quand il dort, c'est le temps où l'univers est au repos. Il n'y a plus d'univers. D'accord? Au repos. Parce qu'il y a, pour les visions orientales de l'univers, du monde, un temps de naissance, croissance et développement de l'univers, et un temps de dissolution. Donc ils sont très riches, parce que pour eux c'est naturel que comme il y a les jours et la nuit, comme il y a les saisons, comme il y a les cycles des années, il y a des cycles cosmiques, et dans ces cycles cosmiques, ils ont déjà compris que l'univers lui-même pouvait naître, se développer, mourir. Et ce n'est pas dramatique, parce que pour eux la mort c'est un passage à notre état, qui ramène tout un état potentiel, duquel naîtra une nouvelle forme de vie, plus élaborée. Mais bon, ça, ce sont des sujets pour nos cours de philosophie. J'ai fait la pub pour les inscriptions au cours de philosophie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce moment du sommeil, cette grande divinité qui revient en fait à l'unité, Dieu est multiple quand l'univers est manifesté, il se déploie dans l'universalité, et devient un dans cet état qu'ils appellent pralaya, de sommeil. Et il y a Super Vishnu qui dort. Et quand à un moment donné, dans les non-temps, il est temps dans les non-temps que le nouveau cycle puisse naître, du nombril de ce Vishnu couché, on va apparaître un lotus. Le lotus vertical s'élève, et du lotus apparaît Brahma. Et Brahma regarde dans les 4 directions de l'espace, et il crée un nouvel univers. Voilà, c'est pas bon? Donc en fait, cet état de sommeil profond, primordial, vous voyez, va très loin dans sa signification spirituelle et cosmique. Ça va, je les ai les autres, c'était surtout. C'est clair? Donc de ça, donc dans cette dimension-là, il s'agit de l'importance des rêves pour aller du monde matériel conditionné vers le déconditionnement des sensations et perceptions extérieures pour s'éveiller aux perceptions intérieures. Mais ça, j'insiste, c'est une autre division, on arrivera un jour à ça. En tout cas, à notre petite échelle, si déjà nous commençons un petit peu à ouvrir un peu notre oreille, nous intéresser à ce monde intérieur, c'est déjà un début de progrès. Donc, quant aux 4 types de rêves, alors, basiquement, on peut les subdiviser en d'autres catégories, mais le premier niveau de rêve, c'est celui qu'on appelle des régulations, les rêves de régulation. C'est le plus simple, disons. Tout au long de la journée, nous vivons des choses que notre psychisme doit digérer. Dans la nuit, on fait des rêves assez simples qui nous permettent de digérer, enfin, on repasse le film de la journée. C'est ça qu'on appelle les rêves de régulation. Dans les écoles pythagoriciennes, et après les stoïciens vont l'appliquer aussi, on applique une pratique qui s'appelle l'examen de conscience. En fait, qui est le fait de chaque soir, avant de se coucher, on se repasse les films de la journée. Pas pour se critiquer, mais pour observer. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Ce que je n'ai pas bien fait, je vais les corriger après, d'accord? Tranquille. On se jette pas, comment dirais-je, se flagelle pas, on ne s'applaudit pas, on est neutre, on observe. Mais en faisant ça, on n'a plus besoin de faire les rêves de régulation. Parce qu'en fait, on a fait cette, entre guillemets, proto-digestion de la journée par cette réflexion nocturne. Après, il y a les rêves de compensation. Dans les rêves de compensation, par exemple, dans votre régime, vous ne pouvez pas manger du tout du chocolat. Et alors, donc là, vous goinfrez avec du chocolat. Ou bien, votre patron vous a traité mal. Donc là, au contraire, il vient et vous offre des fleurs. Enfin, j'en sais rien. Vous voyez, on fait des choses dans lesquelles notre psychisme se permet de faire ce qui lui plaît pour compenser les petites souffrances, les petits bobos affectifs ou autres qu'il a subis dans la journée.
Ça, disons, c'est les formes de rêves les plus simples. Après, il y a quand même, et là ça devient intéressant, c'est qu'on va appeler les rêves de transmutation, ou les rêves dans lesquels, effectivement, ce processus d'individuation va être à l'œuvre. Donc on va vivre à travers les rêves des choses qui nous invitent à aller plus en profondeur, qui nous interrogent, vous voyez, qui nous parlent un petit peu sur ce travail de reconstitution de nous-mêmes, comme une totalité, disons, plus harmonieuse. Et pour finir, il y a aussi les grands rêves. Alors là, il y aurait plusieurs catégories, parce que là, vous avez depuis les rêves prophétiques, mais aussi, par exemple, les créateurs, les artistes, les scientifiques, qui en rêve trouvent des réponses à leurs questions ou découvrent des choses. On peut citer, par exemple, si je retrouve ma fiche, effectivement, par exemple, Mozart. Vous savez que Mozart avait rêvé la flûte enchantée. Donc c'est le fruit d'un rêve. Wagner aussi a rêvé certaines de ses propres musiques. Et après, il y a des scientifiques. Il y a les cas d'un scientifique qui va rêver... Attendez, peut-être je vais trouver une petite trace. Donnez-moi une seconde, parce que ça, c'était intéressant. Par exemple, Niels Bohr. Il fait un rêve dans lequel des planètes filaient d'entrée à côté du Soleil. Elles étaient reliées au Soleil par des minces rubans et décrivaient des cercles autour du Soleil sur lesquels j'étais assis. Ce Soleil était entouré d'un gaz brûlant, mais soudain ce gaz s'est solidifié. Les soleils et les planètes sont devenus des corps que je pouvais toucher. Alors je me suis réveillé. Et alors, de là, il a eu l'idée de la structure des atomes. Il a fait une association, mais il a vu les choses, disons, d'une autre manière. Archimède va rêver l'histoire de la force de l'équilibre, le pouvoir de l'évier. D'autres, James Watt sur la machine à vapeur, Georges Mandel, qui travaille sur la théorie en fait, de l'hérédité, va aussi voir des choses comme ça. Donc il y a un certain nombre de scientifiques, et Pauli, dont va parler Jung aussi, qui va voir des éléments de la structure quantique avec une danseuse, etc. Enfin, des choses absolument incroyables. Donc en réalité, dans certains cas, si on s'est bien posé la bonne question et si on est un petit peu attentif à ce que l'inconscient nous dit, comme il se connecte avec la dimension des archétypes, il peut nous donner quelques réponses intéressantes. Donc, par exemple, par rapport à ça, dernier petit exemple, dans l'Antiquité, les rêves pouvaient servir à guérir. Peut-être vous avez entendu parler d'un bel endroit en Grèce qui s'appelle Épidore. Oui, non, plus ou moins, enchanté. Bon, en tout cas, il y a un sanctuaire, il y a un théâtre dans lequel encore aujourd'hui on fait des représentations théâtrales. Mais fondamentalement, il y avait un sanctuaire consacré à Asclépios. Asclépios Esculape, c'était le dieu de la médecine. Donc les gens, les malades arrivaient, le soir, en fait, ils s'étaient mis dans un certain état, ils dormaient, ils faisaient des rêves, et le lendemain, des prêtres, des médecins venaient, et en fonction du rêve, on donnait des indications, des diagnostics et des guérisons, des traitements. Et certains étaient juste guéris suite au rêve. Ça peut nous étonner, mais comme ça durait quelques siècles, ça devait marcher. Si ça ne marchait pas, ça n'aurait pas duré des siècles. Donc c'est intéressant. C'est guérir à travers les rêves. Platon disait, les génies répandus dans les régions de l'éther viennent se poser près de nous pour imprimer en nos âmes des idées détachées des sentiments et nous transmettre les ordres de Dieu. Donc, des anges ou des esprits, entre guillemets, peuvent nous parler. Et là, il y a le côté aussi des rêves prophétiques, prémonitoires. Philon d'Alexandrie dit, il existe des rêves dont les images sont envoyées par la divinité. Il y en a d'autres qui naissent d'une collaboration entre l'âme de l'univers et notre pensée, de telle sorte que celles-ci deviennent capables de prédire le futur. Et Homère dit, du rêve qu'Apollon, Zeus ou Chronos l'envoient. Donc il y a toujours un lien entre les dieux, les puissances invisibles et les mondes visibles. Bon, nous ne sommes pas au niveau de ces rêves prophétiques, mais déjà, si on peut commencer à comprendre ce qui sont les rêves de transmutation, dans lesquels vont apparaître, entre autres, ces intervenants de la psyché dont parlait Jung. Alors, comment ils s'expriment? Ils s'expriment avec des personnages, des décors, des situations et des thèmes. Les personnages sont ces images archétypiques.
Donc, par exemple, le thème de l'ombre. Comment va-t-on reconnaître l'ombre dans les rêves? On va la reconnaître parce que c'est un personnage du même sexe que la personne, que le rêveur, d'accord? Mais qui apparaît un peu comme un personnage dangereux, méprisable, enfin, comme quelque chose d'un peu méchant. C'est un peu comme le double négatif de soi-même. Donc quand on a ce personnage avec lequel on ne se sent pas bien à l'aise, c'est parfois un petit message de l'ombre qui vient s'approcher de nous. L'anima et l'animus, forcément, vont apparaître comme un personnage du sexe opposé. Alors ça peut être sous la forme, comme on voit dans les contes des princes, la princesse, toujours dans les rêves, ou la grenouille, ou les crapauds, la grenouille. Vous savez, il y a toujours l'histoire de comment cette grenouille se transforme en princesse. Dans les prochaines où je parlerai sur les contes, je vous raconterai plein d'histoires. Si vous aimez les contes, vous pouvez venir. Mais donc l'idée, c'est en fait de représenter ces principes, entre guillemets, complémentaires. Donc des figures dans lesquelles on va sentir que c'est cela qui nous parle. Ça peut aussi apparaître, ces images, soit positives ou négatives. Le féminin peut être la femme inspiratrice ou la sorcière dangereuse. Le masculin, ça peut être les princes charmants ou ça peut être Barbe Bleue. Ou quelqu'un dont on craint la violence, etc. Donc, pour ça, toutes les divinités grecques avaient la qualité d'exprimer toutes les facettes de la psyché humaine, de l'âme humaine, tous les archétypes avec lesquels on va se confronter. C'est une richesse incroyable. Et les images du soi, alors là, c'est très beau parce que comme le soi, ce centre du monde, représente la fin du processus, la sagesse, ça peut être des images de vieillards, d'ancêtres, d'anciens, des grands sages. Ce type de figures vont être en rapport avec ça. Ça peut être aussi des figures d'enfants lumineux, un peu comme l'enfant divin. Quand on représente des figures christiques, des figures de Bouddha, des figures un petit peu d'achèvement de ce qui va représenter pour la personne symboliquement les plus élevés. Donc ça peut apparaître comme une... Et probablement quand l'image du soi apparaît, les rêves deviennent plus puissants. Mais bon, il est là, potentiellement là. Quant au décor et aux éléments, par exemple, la maison. On rêve des maisons. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question si vous rêvez un peu ou pas. Oui, vous rêvez? Ça vous arrive? Bon, en tout cas, pardon? Par période. Oui, enfin, on se rappelle par période. Et donc, en fait, la maison. La manière de représenter la maison, c'est nous-mêmes. C'est notre propre personnalité. D'accord? Je vous raconterai un rêve de maison avec Jung tout à l'heure pour donner un exemple. Donc, comment on se voit? Grand, petit, un palais, une chaumière, vous comprenez? Est-ce que les toits brûlent? Enfin, tout ça sont des significations intéressantes au niveau de l'interprétation. La voiture, ou tout véhicule. La voiture, c'est quelque chose qui permet un déplacement. Donc ça, c'est le thème du déplacement, des situations. Donc, la voiture, c'est aussi ce qui nous porte. Donc on va d'un endroit à l'autre. Dans quel domaine de progression on est? Ou bien avec quel véhicule on se déplace? Donc ça va être certainement le vélo, la trottinette, entre guillemets, les camions, les tanks, la voiture, l'avion, les bateaux, les trains, enfin bref. Vous pouvez choisir le véhicule que vous voulez et ça aura une signification. Les éléments aussi sont importants, parce que les éléments au niveau de la clé symbolique sont très forts. Un élément sur lequel les gens rêvent beaucoup, c'est l'eau. Parce que l'eau peut être en même temps les côtés inondation, les côtés génération, vous voyez. Elle peut être régénératrice, elle peut être source, mais elle peut être aussi la vague de Kusai, celle qui vous emporte. Et à ce moment-là, en général, tout ce qui est ces grandes vagues qui nous emportent, qui nous font très peur, elles sont associées à une éruption de l'inconscient qu'on n'arrive pas à contrôler. Par exemple. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur chacun, j'ai fait un saupoudrage. Et donc, les éléments de la nature. Il y a quelqu'un qui a écrit 2 petits ouvrages très intéressants sur la nature et les corps humains, expliquant comment différents éléments ont une clé symbolique dans la clé jungienne. Si ça vous intéresse, je vous enverrai la référence. Quant aux situations, eh bien, effectivement, on a les voyages, les maisons, l'eau, la chute. Alors, ce sont les grands thèmes. Donc, par exemple, les thèmes des voyages, c'est très fréquent. Les gens dans les rêves ont beaucoup de rêves associés
des voyages, parce qu'ils décrivent un trajet. On va de quelque part à quelque part. Alors, les rêveurs peuvent s'imaginer en train de marcher, conduire une voiture, être dans les transports publics, faire du cheval. Bon, suivant la nature de la force agissante et des arrêts et rencontres en cours de route, tout cela nous donne des éléments sur notre destinée et les schémas de vie du rêveur se dessinent. Donc, important de comprendre les parcours de vie à travers la notion des voyages. Les maisons, je vous ai dit, c'est la résidence de l'âme. Je vais donner un peu des exemples. L'eau, dans les sentiments, les émotions. Autre rêve fréquent, c'est la chute. En partie, la chute peut être associée aussi au moment de l'endormissement. Parce que comme en fait, on se décolle du corps physique, en quelque sorte, la partie plus subtile se décolle, donc on a un peu l'impression de chuter, de se décoller. Mais parfois, on peut avoir aussi des rêves de chute. On a la peur de tomber en disgrâce, la peur d'être un peu mis à côté de la plaque, enfin d'être déqualifié ou d'être... Bon, ça peut être un petit peu... Mais en fait, pour faire un rêve, il ne suffit pas d'avoir une scène. Hein, parce que pour les travaux d'interprétation, il faut une histoire. C'est une histoire complète. Parfois, on peut avoir, effectivement, sans être forcément dans les sommeils profonds, dans d'autres paradoxales, dans les autres degrés de sommeil, on peut avoir des petits cauchemars, des petites scènes, vous voyez, des choses comme ça. Là, ce sont des fragments. Ça ne fait pas un vrai rêve. Pour qu'il y ait un rêve, il faut une histoire. Et pour l'interpréter, on va lui donner un titre, on va essayer de reconstituer, il faut l'écrire la plus complète possible, et même noter les sensations que l'on a éprouvées là-dessus. Et après, on va chercher les éléments pour l'interprétation. Voler, on vole dans les rêves, je ne sais pas si vous savez. Donc, c'est assez intéressant, parce que là, c'est cette âme un petit peu oiseau qui essaie de se décoller du cœur, qui était le cas du Ba égyptien. Vous savez, l'âme lumineuse de l'être humain pour les Égyptiens était symbolisée comme une hirondelle à tête humaine, petit oiseau divin. Donc, il y a dans les papyrus, vous voyez les tombeaux, donc il y a la momie, le mort, vous voyez, comme une sorte d'ombre noire, et on voit au-dessus de la tombe voler un petit oiseau qui s'en va. Donc on laisse le corps dans la matière, mais l'âme, elle continue ses voyages invisibles. Être poursuivi, c'est quand on ne veut pas faire face à des problèmes. Donc, parfois, on se sent un peu angoissé, vous voyez, donc il y a des problèmes en fait à résoudre qui nous embêtent. Autre cas, c'est les dents qui branlent. Apparemment, il y a plein de gens qui rêvent des dents, qui perdent les dents, tout ça. Donc là, semble-t-il, c'est le moment où les rêveurs passent par une étape de changement. Donc, ils disent qu'à l'adolescence, au moment de la vie, on peut vivre ça, transition de travail, de la vie scolaire et autres. Les serpents. Alors, les serpents sont des formes d'énergie psychique. Ça peut être depuis la clé, disons, des forces sexuelles, mais aussi ça peut être des énergies spirituelles, parce qu'il y a des formes de sagesse qui sont associées avec les serpents. Et en Amérique précolombienne, pour parler à notre chère colombienne ici présente, nous avons le célèbre serpent à plumes, Quetzalcoatl. Je sais que ça vient d'un peu plus nord, plus au nord, du Mexique. Les Mexicains, un peu comme l'image du caducée, vous avez une très belle symbolique précolombienne. Il y a un serpent rampant qui à un moment donné s'élève, et se fusionne avec un oiseau qui descend. Donc il devient un serpent à plumes. Et ça évoque justement la nature humaine dans sa complexité. Puisque nous, on a le côté terrien qui doit se verticaliser et le côté céleste qui doit descendre. Et ça donne un personnage extraordinaire qui s'appelle Quetzalcoatl, avec un mythe incroyable qui est associé avec la planète Vénus. Mais ça, ce sera une autre histoire. J'ai plein d'histoires à vous raconter. Bon, la royauté. Par exemple, rêver des grands personnages, des rois, des princes, des princesses et autres. Même si nous sommes, entre guillemets, dans la super république de la République, ça peut être remplacé par des figures d'autorité ou de valeur. Parce que ça représente le fait que chacun doit construire et envie de construire son royaume intérieur. Dans la symbolique alchimique, doit se produire à l'intérieur de la psyché humaine l'union du roi et de la reine. Donc on a dans la tanor alchimique ces forces du masculin féminin, que quand ils arrivent à leur degré le plus subtil, ils deviennent maîtres d'eux-mêmes, donc maîtres de son royaume. Et là on a les pôles, roi et reine. Et l'union du roi et de la reine fait naître un enfant divin qui n'est rien d'autre que le soi.
C'est pas beau? C'est beau. Bien, quant à la mort, je vous ai dit, pas de peur, même pas peur, puisqu'en fait, quand la mort apparaît dans les rêves, il est toujours question de transformation de quelque chose. On doit quitter un état pour passer à un autre. D'ailleurs, comme on dit, la mort est quelque chose sur laquelle on parle symboliquement, mais qu'on ne peut pas du tout représenter. On peut représenter un cadavre, mais pas la mort. Et c'est justement autour de ce phénomène de la mort qui nous met face à ces passages du visible à l'invisible, que va se produire la naissance, en fait, de la vision symbolique. Les premiers humains, le geste en fait, de l'humanité, ont été de symboliser et de faire des rites funéraires. C'est intéressant. Ces hommes, entre guillemets, dits primitifs, la première chose qu'ils font, c'est enterrer les morts avec des éléments symboliques pour évoquer les voyages de l'âme à l'au-delà. Donc ça veut dire que dans leur vision des choses, il y a toujours une autre dimension de la réalité. Donc la mort est une porte, un passage, et pas quelque chose à craindre comme définitive. C'est plutôt une nouvelle une opportunité d'une nouvelle naissance. Bon voilà, je vous ai fait quelques petits extraits comme ça, rapides parce que je voulais arriver au clou de mon histoire. Alors, les clous de mon histoire. Après que vous êtes très très sage, je vois que vous êtes très très sage, je vais vous envoyer un document assez complet à votre usage. Vous n'allez quand même pas le diffuser dans l'internet, ni les vendre en prix d'or, c'est pour vous. Donc, si on n'arrive pas à faire tout dans les détails, vous allez la voir. Alors, donc, par rapport au rêve de Jung, attendez, je change la bonne page. Donc, je vous ai repris 7 rêves depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 65. Au niveau de l'écrit, ils sont relativement courts. Je vais essayer de les lire ou certains synthétiser les contenus si je vois que... Ça va, on peut sonner jusqu'à moins 20, ça va? Je vais passer un petit peu, comme on n'a pas commencé à l'heure. On va faire comme ça, on va faire l'horaire précis avec les retards inclus, si ça ne vous dérange pas. Après, j'espère que ça ne dérange pas ici. Bon, alors, vers 4 ans, il a un rêve qui a été appelé les rêves du phallus. Donc, il est dans l'enfance et il va vivre quelque chose qui lui fait descendre dans des profondeurs obscures. Alors voilà, les rêves disent ça. L'enfant est dans une prairie derrière la ferme attenante au château. Il y découvre un trou sombre qu'il n'a jamais vu auparavant. Curieux, il s'approche et regarde au fond. Il y voit un escalier de pierre qui s'enfonce, par lequel il descend craintivement. Vous voyez la scène que je vous raconte. Il arrive à une porte fermée par un rideau richement ouvragé. Il l'écarte et voit un grand espace carré baigné d'une lumière crépusculaire. Un trône d'or royal se dresse sur une estrade. Sur ce trône se trouve une forme gigantesque, haute d'environ 5 mètres, que l'enfant pense d'abord être un tronc d'arbre. L'objet, d'un diamètre de 50 cm, est fait de peau et de chair vivante, dit-il. Il porte une tête de forme conique, sans visage et sans chevelure. Sur le sommet, un œil unique, immobile, qui regarde vers le haut. Une clarté brille au-dessus. L'enfant est terrorisé, car il a l'impression que l'objet, qui pourtant est immobile, pourrait descendre de son trône et comme un ver ramper jusqu'à lui. C'est alors qu'il entend sa mère crier d'en haut. Oui, regarde-le bien, c'est l'ogre, le mangeur d'hommes. 4 ans, il a l'enfant quand il fait ses rêves. Bon, en fait, on explique que dans ses rêves, il rencontre les dieux inconnus, la puissance vitale de la nature et de l'univers. C'est comme une sorte de phallus, mais qui est dans les profondeurs, donc c'est la force vitale cosmique. Donc il descend dans les profondeurs, cette descente obscure et l'émergence souterraine vers laquelle l'enfant se dirige en conscience. Bon, il va donc retrouver ce cheminement vers l'intérieur et les profondeurs tout au long de sa vie. Mais là, c'est intéressant.
comment il a évoqué la force vitale primordiale. Après, vers 15 ans, il fait un rêve qu'on appelle le rêve du radiolaire. C'est le moment où il va évoquer l'éveil de sa vocation, puisqu'en fait, il étudie, enfin, c'est un élève, un personnage un peu taciturne, un petit peu isolé des autres, très original en fait. Il avait... Donc, après un premier rêve où il déterrait des ossements d'animaux préhistoriques dans un tumulus funéraire, il eut un second plus significatif. Et ces deux rêves le décident à se diriger vers des études des sciences de la nature. Alors, voilà comment ça se passe. Il se trouvait à nouveau dans une forêt. Elle était traversée des cours d'eau parsemés de broussailles. À l'endroit le plus obscur, j'aperçus, entouré d'espèces broussailles, un étang de forme ronde. Un étang de forme ronde avec des broussailles. Dans l'eau, à moitié enfoncée, il y avait le plus étrange des êtres. Un animal rond, scintillant de 1000 couleurs, et composé de nombreuses petites cellules ou d'organes en forme de tentacules. Un radiolaire géant d'environ 1 mètre de diamètre. Que cette créature magnifique soit restée à cet endroit caché, sans être dérangée, dans l'eau claire et profonde, me parut être une merveille indescriptible. Elle éveilla en moi le plus ardent désir de savoir. Les radiolaires, en fait, s'étudient au 19e comme des formes vivantes, de petits animuscules, je ne sais pas comment dire, de petits animaux, infiniment petits. Mais lui, il voit ça comme ces sortes de, pas des méduses, mais une forme un petit peu comme ça, très particulière. Donc, en fait, ces deux rêves le décident de se diriger vers les études des sciences de la nature. Et cette forme ronde et radiante, c'est aussi une image, en fait, de totalité, de vie, de lumière, symbolise un ordre pour ainsi cacher dans l'obscurité de la nature, ce que Paracelse se nommait la lumière de la nature. Donc il va être attiré pour découvrir quels secrets lumineux sont contenus derrière tous les mystères de la nature. C'est bon, hein? Surtout retenez l'âge, hein, donc 4 ans, 15 ans. Quand il a 25 ans, il fait un rêve qu'on appelle le rêve de la petite flamme. Alors, il faut déjà savoir que ce personnage si curieux sentait en lui qu'il avait 2 personnalités. Une qu'il appelait la personnalité numéro 1, un jeune homme peu sympathique, moyennement doué, avec des prétentions ambitieuses, c'est un peu l'ego personnel. Et la personnalité numéro 2 n'était pas un caractère, il le dira, mais une vita per acta, une vie parachevée. Il était né, mort, vivant, une vision totale de la nature elle-même. C'est son soi. Donc il avait en fait déjà développé très fortement ces 2 natures. Une qui était l'expression de son inconscient avec toute la puissance de l'être au-delà de l'espace-temps, et l'autre qui était ce jeune garçon qui faisait ce qu'il pouvait dans la vie. À la fin de sa vie d'étudiant, il vit un tournant qui prépare la fin de l'état d'incertitude et de balancement entre 2 mondes. Et ce rêve qu'il va faire maintenant, que je vous raconte, l'incitera à développer sa conscience et sa personnalité dans la première phase de sa vie. La petite flamme était sa conscience propre, l'unique chose qu'il possédait. Enfin, je vais l'expliquer. Je vais dire les rêves. C'était la nuit, à un endroit inconnu. Je n'avançais qu'avec peine contre un vent puissant soufflant en tempête. Vous voyez la scène, les vents. En outre, il régnait un épais brouillard. Je tenais et protégeais de mes 2 mains une petite lumière qui menaçait à tout instant de s'éteindre. Or, il fallait à tout prix que je maintienne cette petite flamme. Tout en dépendait. Soudain, j'eus le sentiment d'être suivi. J'ai regardé en arrière et aperçu une gigantesque forme noire qui avançait derrière moi. Mais au même moment, j'avais conscience que malgré ma terreur, sans me soucier de tous les dangers, je devais sauver ma petite flamme à travers nuit et tempête. Je ne sais pas si vous connaissez quelques images du tarot, mais une image très belle dans laquelle il y a un personnage qui porte une petite flamme qu'il protège de sa cape. Ça, c'est une coïncidence. Donc, vous voyez, l'image, c'est intéressant. Alors, cette petite flamme qu'il doit protéger,
contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas la personnalité numéro 2, mais c'est la personnalité numéro 1. Parce que comme il est jeune, il doit construire sa personnalité, construire son identité consciente. Et pas se laisser envahir par ceux qui, à ce moment-là, dans les rêves, il ressent comme une force puissante, mais qu'il craint un peu, qui est justement la force de la numéro 2. Qui peut donner, comme il dit, qui apparaît comme une ombre. Il est avancé dans sa vie profane pour se construire une personnalité solide et ne pas sombrer dans les tentations dangereuses du numéro 2. Il va expliquer en fait que c'est un peu ce qui peut arriver aux ados, aux jeunes, disons. Ils sont en même temps dans le monde profane, entre guillemets, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sentent des forces incroyables qui les habitent. Et s'ils n'arrivent pas à les canaliser correctement, ils peuvent travailler par ça. Hallucination, folie. Certains des grands génies, Nietzsche et autres, vont apparaître effectivement comme des personnages, enfin, qui sont envahis par la puissance de ce que Jung appelle sa pensée numéro 2. C'est que, pour ceux qui ont lu ou écouté l'émission sur Jung dont parle Frédéric Lenoir, expliquait justement ça. C'est-à-dire, en fait, lui, ce qui va lui permettre de garder son équilibre, c'est qu'il a un boulot, une famille, enfin, il a un côté, entre guillemets, personnel numéro 1, solide. Et comme ça, il peut expérimenter, rentrer en contact avec cette intériorité sans que l'inconscient l'emporte. C'est intéressant comme problématique. Alors là vient un que j'aime beaucoup, qui s'appelle les rêves de deux crânes. Alors là, vous allez voir la maison. Donc il va parcourir sa maison, consciente et inconsciente, en remontant aux sources ancestrales de l'inconscient. Et je passe, ce rêve, il est fait quand il est avec Freud dans un voyage aux États-Unis. Mais l'interprétation qu'il donne Freud, là, il dit vraiment, il est un peu à côté de la plaque, entre guillemets, parce que pour lui, par rapport à l'histoire de la fin, il va l'interpréter comme s'il voulait tuer la moitié du monde. Mais bon, c'est pas ça. Alors, voilà ce qu'il dit. Je me trouvais dans une maison à 2 étages, inconnue de moi. C'était ma maison. J'étais à l'étage supérieur. Une sorte de salle de séjour avec de bons meubles de style rococo s'y trouvait. Au mur, des précieux tableaux étaient suspendus. J'étais surpris que ce dû être ma maison. J'ai pensé pas mal. Tout à coup me vint l'idée que je ne savais pas encore quel aspect avait l'étage inférieur. Je descendis l'escalier et arrivé au rez-de-chaussée. Là, tout était plus ancien. Cette partie datait du XVe au XVIe siècle. Et les maisons du XVe, XVIe. L'installation était moyenâgeuse et les carrelages de tuiles rouges. Tout était dans la pénombre. J'allais d'une pièce dans une autre, me disant, je dois maintenant explorer la maison entière. J'arrivais à une lourde porte, je l'ouvris. Vous voyez. Derrière, je découvris un escalier de pierre conduisant à la cave. Je le descendis et arrivai dans une pièce très ancienne, magnifiquement voûtée. En examinant le mur, je découvris qu'entre les pierres ordinaires du mur étaient des couches de briques, des mortiers contenant des débris. Je reconnus à cela que les murs dataient de l'époque romaine. En plus, vous voyez, c'est un bon archéologue, il identifie les styles. Mon intérêt avait grandi au maximum. J'examinais ainsi les sols recouverts de dalles. Dans l'une d'elles, je découvris un anneau. Je l'ai tiré. La dalle se souleva. Là encore se trouvait un escalier, fait d'étroites marches de pierre, qui conduisait dans la profondeur. Je le descendis et parvins dans une grotte rocheuse basse. Dans l'épaisse poussière qui recouvrait les sols étaient des ossements. Des débris, des vases, sortes de vestiges d'une civilisation primitive. Je découvris 2 crânes humains, probablement très vieux, à moitié désagrégés. Puis je me réveillai. C'est génial. Donc en fait, dans ce rêve-là, d'une part, il est en train d'expliquer un tout petit peu comment il pouvait voir la totalité de son être, depuis les conscients jusqu'à l'inconscient, et comment il est en train de remonter aussi les âges, pour expliquer que dans chacun, par l'inconscient collectif, on peut remonter toutes les étapes jusqu'à arriver à la première racine de l'humanité, qui sont ces ossements qu'il trouve dans les sous-sols. Donc toute sa vocation, vous voyez, de percer toutes les couches. Là, il avait 34 ans. 1907, c'est quand il est en contact avec Freud. Alors, ce que Freud va dire, c'est que les cadavres, il avait voulu tuer sa mère, ou je ne sais pas, ou son père. L'interprétation, toujours complexe d'Édipe et autres. Donc,
Ils ont dit non, je ne pense pas. Bon. Mais vous voyez, c'est une description extraordinaire. C'est très bon cette histoire. Après, alors celui-là est assez complexe. 1913. 1913, 38 ans. Là, il va vivre un moment très critique, très difficile, parce qu'il va se séparer de Freud dans des conditions pas toujours très faciles. Et en même temps, il est en train de vivre une sorte d'état dépressif. Il a des visions étranges qu'il va noter dans des cahiers, qui après va reporter dans ce qu'on appelle les livres rouges. Et il vit des états un peu particuliers. Il sent des choses très étranges. Et quelques temps après, 1913, la guerre est déclarée, la Première Guerre mondiale. Et il se rend compte que cet état de souffrance, de douleur qu'il sentait, n'était pas seulement personnel, il était un petit peu touché par ce qui était en train de se passer dans l'Europe à ce moment-là. Alors, ici il s'agit du rêve de la mort de Siegfried, la mort du héros solaire dans la collectivité en lui-même. Donc c'est le temps dans lequel il faut renoncer aux idéaux conscients et se confronter à l'inconscient. Alors voilà l'histoire. C'est assez complexe. Suivez-la bien, vous faites les films. Parce que vous voyez, c'est tellement bien décrit que c'est une histoire. On pourrait faire des petits films avec tout ça. Alors, je me trouvais avec un adolescent inconnu à la peau foncée, un sauvage, dans une montagne solitaire et rocheuse. C'était avant le lever du jour. Le ciel à l'orient était déjà clair, et les étoiles commençaient à s'éteindre. Par-delà les montagnes retentit le corps de Siegfried, et je sus dès lors qu'il nous fallait le tuer. Nous étions armés de fusils, et nous nous mîmes en embuscade dans un chemin étroit. Soudain, Siegfried apparut au loin, tout en haut de la crête de la montagne, dans les premiers rayons de soleil levant. Dans un char fait d'ossements, il descendit à une vitesse folle les flancs rocheux de la montagne. Lorsqu'il apparut en tournant, nous tirâmes sur lui et il s'effondra, mortellement atteint. Plein de dégoût et de remords d'avoir détruit quelque chose de si grand et de si beau, je m'apprêtais à fuir, poussé par la peur qu'on pût découvrir le meurtre. À ce moment survint une pluie drue et abondante dont je savais qu'elle ferait disparaître les traces de l'attentat. J'avais échappé au danger d'être découvert. La vie pouvait continuer, mais il restait en moi un sentiment intolérable de culpabilité. Bon, ça c'est un rêve assez complexe, mais un début d'interprétation qu'on peut donner est associé au fait que cette figure du sauvage, entre guillemets, homme primitif, qui suit ses instincts, représente un petit peu une part de cet inconscient, ces forces premières qu'il porte en lui. La pluie, c'est la résolution des tensions entre les conscients et l'inconscient. Quand ça se décharge, la tension. Les héros symbolisent en fait le soleil de midi, qui doit mourir pour ne pas empêcher la vie nouvelle. C'est-à-dire, en fait, il va dire renoncer aux idéaux conscients de la civilisation dans laquelle il est, et en même temps, disons, de cette vision un petit peu de sentir une supériorité dans le monde extérieur. Quand il parle du soleil de midi, c'est parce qu'il explique que dans les cycles de la vie, on a la naissance qui est comme une aube, jusqu'à peu près, bon, il va parler des cycles de 70 ans. 35 ans, on arrive au milieu, donc c'est comme le midi de l'existence. Et ensuite, on va commencer à décliner, et on va s'intéresser à d'autres choses jusqu'à ce que le soleil se couche. Et c'est là où justement les forces de l'inconscient, les forces du collectif l'emportent sur les forces du personnel. Donc il est en fait dans le moment où il doit tuer ses idéaux, de se construire lui-même en tant que personnalité particulière, pour se replonger dans quelque chose d'autre et assumer davantage les forces de l'inconscient. Il me reste deux. Le dernier est très court. Celui-là, il est assez curieux. Il a 69 ans. Il fait le rêve de la rencontre avec un yogi. En fait, il vient de vivre un attaque cardiaque, un état de coma. Dans cet état de coma, il a quelques visions. Il est entre la vie et la mort. Et donc, il va de là vivre ce qu'on va appeler sa deuxième maladie créatrice. La première, c'est celle que je vous ai dit quand il a fait le livre rouge, de laquelle il sort bien, avec plus de détermination, de créativité. Il écrira plein de livres, donc la fin de sa vie est très féconde. Il meurt la veille de sa mort, il va
ou avant de mourir, quelque temps avant, il dit à la personne, sa secrétaire ou quelqu'un qui est chez lui, bon, préparez pour ce soir une bonne bouteille de vin, etc. Donc il était un bon vivant jusqu'à la fin, hein, 85 ans. Alors, voilà ce qu'il dit le rêve. Il se voyait entrer dans une petite chapelle dressée au bord de la route. À mon grand étonnement, il n'y avait ni statue de la Vierge, ni crucifix sur l'autel, mais simplement un arrangement floral magnifique. Devant l'autel, sur le sol, je vis, tourné vers moi, un yogi, dans la posture du lotus, profondément recueilli. En le regardant de plus près, je vis qu'il avait mon visage. J'en fus stupéfait, effrayé, et je me réveillai en pensant, ah, par exemple, voilà celui qui me médite. Voilà celui qui me médite. Il a un rêve, et ce rêve, c'est moi. Je savais que quand il se réveillerait, je n'existerais plus. Donc, l'objet de sa méditation ne pouvait être que sa forme terrestre. Donc à ce moment-là, il est arrivé à un stade dans lequel il comprend que la réalité est l'existence inconsciente et que le rêve est l'existence consciente. Donc il y a quelqu'un, un peu comme disent les sagesses orientales, qui rêve la réalité, l'illusion, la pseudo-réalité, est rêvée par quelqu'un qui nous pense. Dans cette image du yogin, c'était un peu les sages qui le pensaient lui-même. Donc lui, il était la projection de cette force. En fait, il sait qu'il passe définitivement de sa personnalité numéro 1 à la personnalité numéro 2. C'est bon. Le yogin a vaincu sur le, entre guillemets, l'homme d'affaires. Et le dernier de tous, il est fait en 1961, quand il a 85 ans, un petit peu, quelques temps avant sa mort. Et on l'appelle le rêve de la pierre, temple de l'essentiel. Et il sera très bref. Il dit, il voyait un énorme bloc de pierre rond, placé sur un socle élevé, et au pied de la pierre étaient gravés ces mots. Et ceci sera pour toi un signe de totalité d'unité. Et ceci sera pour toi un signe de totalité. Mais la pierre est ronde, vous voyez? Donc il est passé du cube, dans le cube il y a des arêtes, il y a quand même une distinction des choses, à la sphère. Et rappelons-nous que la sphère comme forme géométrique, comme volume géométrique, c'est le plus complet de tous. Parce qu'il contient tous les volumes. Donc, c'est comme s'il était arrivé au bout de la construction de quelque chose. Donc, c'est son dernier super rêve. Le rêve de la pierre finie de sculpter, la pierre ronde, symbole de totalité d'unité. Il faut savoir qu'il était très curieux, ce monsieur Jung, parce que, à part d'avoir sa super maison, très jolie, je suis allé visiter, parce que comme je suis fan de Jung, je suis allé à côté de Zurich, dans les villages où il habitait, avec une épouse qui était d'une famille assez argentée, bon, mais elle travaillait aussi en collaboration avec lui dans ce domaine de psychanalytique. Mais en même temps, il s'était acheté un petit espace au bord du lac de Zurich, que personne ne voulait parce qu'il y avait une histoire de mort à côté, des choses comme ça, avec un vieux bâtiment. Et à partir de cette vieille bâtisse, il a construit quelque chose qu'on va appeler les tours de Bollingen. Donc il construit une tour d'abord, une deuxième tour après, mais c'est un endroit assez rustique. Là, je suis allé aussi un peu médiéval, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, il était au bord du lac, mais il voulait être dans des conditions devant les plus simples. Et quand il s'est retiré là, pour écrire, il disait qu'il rentrait en son athanor intérieur. Et on a des pierres sculptées, parce qu'en même temps, il aimait sculpter, travailler la pierre. Il avait construit tout ça, et en particulier dans les jardins, il y a une pierre cubique, justement, dans laquelle il y a mercure, il y a plein de choses alchimiques qu'il a expliquées. Et dans un de ses rêves que je n'ai pas mis ici, il rêve aussi que ça y est, sa Bollingen céleste est prête, donc il peut partir. Au moment de sa mort, bon, il meurt tranquillement, disons, dans son sommeil. Quelques heures après, bon, il y a d'autres synchronicités qui se passent autour des gens qui les connaissent bien. Mais on raconte qu'il y a une foudre qui tombe sur un des arbres qui sont dans son jardin et qui va juste enlever l'écorce. Donc, comme vous voyez, c'était un peu le signe de que bon, il fallait passer à autre chose. Donc voilà, quelques rêves assez forts
de notre cher Jung, avec lesquels je voulais finir notre présentation de l'univers des rêves. J'espère que ça vous éclaire un tout petit peu plus. Peut-être on ne deviendra pas les maîtres de nos rêves, mais sachant que les rêves nous sont très utiles dans notre travail d'autoconstruction. Et qu'il y a des gens qui arrivent quand même à faire un travail là-dessus très respectable. Bon, je ne peux que vous dire que faites de beaux rêves. Merci. Bon, s'il y a des questions, j'écoute, mais ça va, c'était à peu près clair? Je ne vous fais pas reformuler, non, ça va. Non, juste s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, que vous avez besoin de... Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour se souvenir des rêves? Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. En fait, ça, disons, pour commencer, par exemple, si vraiment on veut faire quelque chose avec le monde des rêves, la première chose à faire, c'est de pouvoir avoir à côté de son lit un petit calepin, un petit crayon, et donc les matins, tôt, déjà la nuit, c'est programmé d'essayer de se souvenir, et les matins, les noter. Mais il faut noter les maximums de détails. Donc ça peut être les points de base pour pouvoir déjà commencer à compiler les histoires qui sont des rêves. Et après, il y a de bonnes conditions pour l'endormissement, donc qui sont un peu très calmes, plus comme je t'ai expliqué. Le fait de faire cet examen de conscience avant de s'endormir, comme ça on peut déjà stimuler le fait de passer à un autre degré. Plus on va vouloir dialoguer avec notre inconscient, plus il va être disponible, parce que lui il est prêt. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Mais je pense que la première chose que nous devons faire, c'est regagner la compréhension de ce qu'est le langage des symboles. Avant de rentrer dans le monde des rêves il travaille pour nous, je ne sais pas si je peux dire, enfin naturellement il travaille pour nous. Nous devons retravailler à partir de notre conscient, à recréer des liens avec l'invisible. Donc intéressons-nous aux symboles, redécouvrons la richesse de l'univers symbolique. C'est pour ça que je deuxième espace de pub. Pour ça, nous étudions dans le cadre de la formation de Nouvelle Acropole. Il y a toute une matière très très longue qui s'appelle symbolisme théologique comparé de toutes les civilisations. Donc on essaie de donner aux gens des bases pour nous familiariser avec tout ça. Ce qui justement aujourd'hui est un peu négligé. Donc déjà si on est sensible aux choses, tu vois, si on apprend à observer la nature, pas seulement dans son aspect d'apparence extérieure, mais de la puissance de vie qu'elle porte, c'est une manière de commencer à dialoguer avec l'invisible. Parce que l'invisible est dans le visible. Donc, ce n'est pas si loin. Donc, ouvrons les oreilles et vous allez voir, les messages arriveront. Voilà. Merci à vous. Donc, pour ceux qui peuvent, rendez-vous les 16 décembre, Marie-Lise von Franz et les mondes fantastiques des contes.